Voilà, monsieur Jean-Pierre. Je dois sortir là. Où est la sortie principale? Oui, ici. Parce qu'il m'attend là. Oui, tout à fait. Oh, c'est pas là. Jean Ziegler, concernant la famine dans le monde, 32 millions de gens qui meurent de faim, c'est quand même excessif. C'est le scandale de notre temps. Tous les 5 secondes, un enfant en dessous de 10 ans meurt de faim. Tous les 5 secondes. 37 000 personnes meurent de faim tous les jours. Et 1 milliard de personnes sont invalides par la faim, gravement et en permanence sous-alimentées. Et le même World Food Report de la FAO qui donne ces chiffres de ce meurtre de masse dit que l'agriculture, dans le développement actuel de ses forces de production, pourrait nourrir normalement 12 milliards d'êtres humains, presque le double de l'humanité. Donc, au début de ce millénaire, dans le passé c'était différent, au début de ce millénaire, il n'y a plus aucune fatalité. Un enfant qui meurt de faim est assassiné. Et tout ça à cause de la spéculation sur les denrées alimentaires, des grands pans, à cause des biocarburants qui brûlent des centaines de millions de tonnes de maïs et de blé, à cause de la dette extérieure des pays les plus pauvres qui les empêche de faire le moindre investissement dans l'agriculture, à cause du dumping agricole que pratique l'Union européenne, inondant l'Afrique par des produits agricoles sursubventionnés qui tuent complètement l'agriculture locale au Sahel, en Afrique centrale et ailleurs. Conclusion, le meurtre de masse, la faim, le massacre de la faim est fait de main d'homme et peut être supprimé, brisé par la main d'homme. Tout ce qui manque, c'est que l'opinion publique européenne prenne enfin conscience de sa responsabilité, fasse pression sur ces gouvernements et que ces gouvernements changent radicalement de politique. Amen. Merci, monsieur Ziegler. Oui. Là, j'ai voulu. Très bien. Jean Ziegler, c'est pourquoi vous intitulez votre livre « La destruction massive ». Voilà. Destruction massive, c'est le livre géopolitique de la faim, où je dis les raisons de ce massacre, l'étendue du massacre et les mesures qu'on doit prendre immédiatement et que les États dominateurs, les États impérialistes qui dominent et qui exploitent l'Afrique doivent prendre demain matin. D'accord, je vous accompagne. Voilà. Et là, vous allez donner une conférence à l'université? Non, au théâtre Willy. C'est le grand théâtre de Lausanne. Voilà. Si on a la gare de Lausanne. Je regarde, il est bien en place. Ah, il est bien, oui, oui. Voilà. Où sont les taxis? Non, les billets. Où est-ce qu'on achète les billets? La billetterie, je crois, c'est l'autre côté. Ouais. Je regarde la grande horloge est où? Elle est là. Elle est là? Oui. On m'a dit sous la grande horloge. Après 32 ans d'écriture. C'est là? Oui, c'est là, au-dessus. Où est la? C'est en dessous? Oui, au-dessus. Madame le grand journaliste de la Bonjour. presse africaine qui va nous accompagner. Ouais, je suis malade. Ouais, mais là, La principale agence de presse africaine. Voilà. un reportage sur toi? Je crois d'abord Bien sûr. un peu sur moi, un peu sur... Il
Il n'y a pas un guichet où je dois avoir passer devant un guichet de CFF. Non, de CFF. De l'arbre en fait. Ah bon, je vous montre. Allez. Oui, ça va pas. Jean, vous faites la queue comme tout le monde? Comme tout le monde. Madame est de la librairie Payot. Et l'Empire. L'Empire. Réseau de librairie. 12, non? 11. 11. Et un site internet. Allez, 12. Ça va le... Oui, le petit sport. Toutes ces petites chutes-là, 25. C'est très très intéressant. Nous vous remercions. Vous voulez que je garde vos affaires pendant... Vous êtes sur scène? Peut-être. Et là, j'ai des documents. C'est une responsabilité, ça commence à lui peser. Les femmes doivent... Oui, vous pouvez lui faire confiance. Oui, vous pouvez lui faire confiance. C'est tout ça. Mais je vais peut-être 5 minutes et quand je passe à Tu vois, déjà, elle l'a. Déjà, elle délègue. Tu fais le non, c'était pas mon mari. Ça arrive. Vous avez jeté. C'est terrible. Ces jeunes femmes. Ces jeunes femmes. C'est incroyable. Elles sont impitoyables. Hein? Mais ma vie est comme ça. Ah oui? Et votre maman, ça va? Elle va bien, Ouais, merci, elle vous salue bien. Mais ça lui est bien aussi. Merci. Bonjour, ça va, excusez-moi. Pas de je tourne le soucis, dos. pas de soucis. Ça se passe là. Voilà. Alors, À bientôt. À bientôt. Au revoir. D'accord, merci. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes très honorés d'accueillir ce soir pour un grand débat l'hebdo Vidi et Payot, Monsieur Jean Ziegler. Le débat sera exceptionnellement présenté par Christiane Pasteur, qui est journaliste au Courrier, qui nous fait la gentillesse d'animer la soirée ce soir. Donc, comme à l'ordinaire, après un échange entre l'auteur et la journaliste, vous pourrez poser vos questions et la soirée sera suivie d'une séance de dédicace. Bonne soirée. Alors bonsoir mesdames et messieurs, merci d'être là si nombreux ce soir malgré les vacances scolaires. J'ai le grand plaisir d'animer cette rencontre en votre compagnie et avec vous, Jean Ziegler, autour de votre dernier livre, Destruction massive, géopolitique de la faim, sorti il y a tout juste 10 jours aux éditions du Seuil. Alors Jean Ziegler, on ne vous présente plus.
mais quand même. Permettez-moi de rappeler cette anecdote à votre sujet. Vous la racontez dans l'un de vos livres. Enfin, je dis une anecdote, et maintenant elle fait partie de l'histoire, du moins de la petite histoire. Nous sommes en 1964, vous êtes jeune avocat stagiaire, aspirant révolutionnaire, et vous êtes le chauffeur d'Ernesto Che Guevara qui est venu à Genève assister à la première conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. La veille de son départ, vous vous trouvez avec lui au dernier étage de l'hôtel intercontinental, et puis vous lui demandez de pouvoir partir de la compagnie à Cuba. Et là, le Che refuse. Il vous dit, c'est ici le cerveau du monstre, c'est ici que tu dois te battre. Et vous êtes resté pour notre plus grand plaisir. Alors vous avez été professeur de sociologie à l'Université de Genève, vous avez également été un élu du peuple, puisque vous avez siégé sous les couleurs du Parti socialiste au Conseil national, où vous ne vous êtes pas fait que des amis, faut-il le préciser. Infatigable, on vous doit de nombreux livres traduits à travers le monde qui ont fait votre succès, notamment La Suisse lave plus blanc, La Suisse, l'or et les morts, L'Empire de la honte ou encore La haine de l'Occident. Le dernier en date vient de paraître. Il s'agit, je le disais en introduction, de Destruction massive géopolitique de la faim. Un livre coup de poing. Il dénonce un scandale, celui de la faim, de la violation permanente du premier des droits de l'homme, à savoir le droit à l'alimentation. Ce livre se base sur votre précédente expérience, celle de rapporteur spécial du Conseil des droits de l'homme de l'ONU pour le droit à l'alimentation, mandat que vous avez exercé entre 2002 et 2008 et qui vous a permis de partir en mission à travers les pays du monde frappés par la misère comme l'Inde, le Niger, le Bangladesh, la Mongolie ou le Guatemala. Une expérience dont vous témoignez et que vous analysez aujourd'hui. Alors je vous propose d'entrer tout de suite dans le vif du sujet, l'actualité tout d'abord, terrible. La Corne de l'Afrique, des milliers d'enfants morts ces derniers mois, 13 millions de personnes menacées par la faim. On parle de la pire sécheresse survenue depuis 60 ans. Et pourtant, vous dites que la sécheresse ne constitue pas la seule cause de cette famine, que cette catastrophe était prévisible. Expliquez-nous. Bon, d'abord, je vous remercie, Madame la déléguée de Libé Payot, vous, toi, Madame Pasteur, une amie de très très longue date. Je vous remercie tous d'être là ce soir pour discuter surtout de ce problème de la destruction massive, du massacre quotidien, massif, de meurtre collectif, de millions d'êtres humains par la faim. Je reviens rapidement sur ce que tu as dit sur le Che Guevara. Évidemment, il a refusé que je l'accompagne parce qu'il me prenait pour un petit bourgeois inutile. Ce que j'ai été certainement à l'époque. Hein. J'étais très très vexé pendant longtemps que le grand Che s'est tourné le dos et il est parti. Bon. Mais il s'agit d'un combat que je mène maintenant à travers les livres, les biens symboliques, dans le combat d'idées que vous partagez, et je vous en remercie très vivement. Je vais d'abord commencer pour dire ce que c'est le droit à l'alimentation, et ensuite répondre à la question. Hein. Je suis maintenant vice-président du Conseil consultatif du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Le droit à l'alimentation, tel qu'il est dans la Déclaration universelle, le droit à l'alimentation est le droit d'avoir un accès régulier, permanent et libre, soit directement, soit au moyen des achats monétaires, à une nourriture qualitativement et quantitativement adéquate et suffisante, correspondant aux traditions culturelles du peuple dont est issu le consommateur, et qui assure une vie psychique et physique, individuelle et collective, libre d'angoisse, satisfaisante et digne. C'est parmi les 30 droits de l'homme de la Déclaration universelle, certainement le droit de l'homme qui est le plus violemment, le plus brutalement, le plus cyniquement violé sur cette planète. Les chiffres sont celles des Nations Unies. Tous les 5 secondes, un enfant au-dessous de 10 ans meurt de faim. 37 000 personnes meurent de faim par jour. Et près d'1 milliard d'êtres humains sont invalides, détruits par une sous-alimentation permanente et grave. Et le même World Food Report, le même
rapport annuel de la FAO dit que l'agriculture mondiale, dans le développement actuel des forces de production de l'agriculture sans OGM, telle qu'elle est aujourd'hui, pourrait nourrir normalement 2200 calories individuelles par jour, normalement 12 milliards d'êtres humains, presque le double de l'humanité actuelle. Autrement dit, au début, au seuil de ce millénaire, de notre millénaire maintenant, il n'y a plus aucune fatalité, plus aucun manque objectif. C'était différent dans les siècles passés, des gens émigrés du canton de Vaud à travers au-delà des mers, parce qu'il n'y avait pas suffisamment de nourriture, de possibilités de vivre. Aujourd'hui, au seuil de ce millénaire, le manque objectif a totalement disparu. Nous vivons sur une planète qui croule sous les richesses. Autrement dit, un enfant qui meurt de faim est assassiné. Et c'est de ce meurtre collectif que nous discutons. Je viens à la question de Christiane. Les Nations Unies, vous savez, c'est des bureaucrates, hein, un peu comme les militaires qui ont un langage aseptique. Les Nations Unies distinguent entre faim structurelle et faim conjoncturelle. La faim structurelle, c'est la faim presque invisible qui est implicite dans les structures du sous-développement, des forces de production insuffisamment développées des peuples du Sud. Nous sommes 6,8 milliards d'êtres humains sur Terre, 4,9 vivent dans un des 122 pays du Sud. Et c'est là où le massacre, par priorité, a lieu. Je donne juste encore un chiffre, et je m'arrête pour les chiffres, parce que oui, l'humanité perd tous les ans 1%, toute cause confondue, 1% de la population mondiale meurt par an. Ça fait 67-68 millions de personnes qui meurent par an, toutes les causes de décès confondues. De ces 68 millions qui meurent par an, 35 millions meurent par suite de la faim ou de ses conséquences immédiates, le kwashiorkor, le noma, etc. Autrement dit, la faim, la destruction par la faim sur notre planète est de très loin la cause de mortalité la plus brutale, la plus élevée, la plus nombreuse. Or, la faim est faite de main d'homme, et peut être éliminée, nous le verrons peut-être en cours de route, éliminée par l'homme. Ensuite, il y a la faim conjoncturelle, ça c'est la faim structurelle. La faim conjoncturelle, c'est la faim qui se manifeste dans les catastrophes, quand brusquement, quelque part dans le monde, une sécheresse, une guerre, les criquets qui descendent sur une région détruisent une économie, toujours au lendemain. Aujourd'hui, au Soudan occidental, un dictateur fou, al-Bashir du Soudan, fait la guerre d'extermination à 3 peuples, les Massalites, les Fours et les Sagwa, dans l'ouest, dans le Darfour. Là, les gens sont dans les camps, les survivants dépendent totalement de l'aide humanitaire, parce qu'il n'y a plus alimentaire d'urgence. Tu as pris l'exemple de la Corne de l'Afrique. 12,4 millions de personnes sont au bord, dans 5 pays, Djibouti, Érythrée, Éthiopie, Kenya et Somalie, sont au bord de la destruction par la faim. Par suite, apparemment, la première cause, par suite, mais vous voyez là c'est plus compliqué, d'une sécheresse. D'une sécheresse qui dure depuis 5 ans. Le sol est dur comme du béton, la nappe phréatique a dans les puits, il y a plus de 60 mètres de profondeur, personne ne peut plus lever l'eau, etc. Les gens, les survivants marchent vers les camps, des 17 camps d'accueil, et des centaines de familles sont refusées par les fonctionnaires du Programme alimentaire mondial à l'entrée des camps, parce qu'il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus d'argent. Le Programme alimentaire mondial, qui est donc l'organisation qui est chargée de l'aide d'urgence, les Toyota blancs avec des sacs de mil, de farine, les containers d'eau, a perdu en 2 ans la moitié de son budget. Le budget normal 2008 était 6 milliards de dollars, il est 2,8 milliards de dollars. Pourquoi?
parce que les grands pays occidentaux industriels, au lieu de payer leurs cotisations régulières au PAM, doivent renflouer leurs banques. Et les truands de l'UBS continuent comme avant. Bon, là, c'est une cause. Ensuite, deuxième cause, rapidement, non, juste que tu as bien fait le Darfour, parfois il apparaît un peu sur nos écrans, et les gens, première réaction, disent, bon, enfin, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est la sécheresse qui détruit la région, etc. Mais derrière, il y a les vraies causes. Il y a l'exemple, le fait que le PAM n'a pas d'argent. Chaque euro que vous donnez à Terre des Hommes, à la chaîne de bonheur maintenant, crée la vie pour 48 heures, 36 heures pour un enfant. Il y a une question d'argent, à cause des spéculateurs qui ont détruit 85 000 milliards de dollars en 2 ans sur les marchés financiers et qui ont été renfloués par les contribuables. D'ailleurs, ça continue. Deuxième chose, la spéculation sur les biens alimentaires. Sur les biens alimentaires. Après l'échec, enfin après qu'ils ont pris un tel bouillon, les hedge funds, les grandes banques ont migré sur les bourses des matières premières agricoles, où ils spéculent sur les 3 aliments de base, surtout, qui sont le maïs, le blé et le riz, qui couvrent en temps normal 75% de la consommation mondiale, et font exploser les prix. Font exploser les prix. 93% d'augmentation dans les derniers 18 mois pour le maïs, 110% d'augmentation pour le riz, et la tonne de blé meunier, maintenant nous parlons, est de 271 €, elle était exactement la moitié en octobre 2010. Donc la spéculation fait exploser les prix. Dans les bidonvilles du monde, les gens ne peuvent plus acheter suffisamment de nourriture, la mort s'installe. Au Darfour, Darfour est dans la Corne de l'Afrique, à Djibouti, en Érythrée, en Somalie, etc. Le PAM, avec le peu d'argent qu'il a, ne peut plus acheter suffisamment. Et en plus, les pays, l'immense Éthiopie, 70 millions d'habitants, 1,1 million de kilomètres carrés, un pays magnifique avec des cultures millénaires qui sont chrétiens depuis le IVe siècle, extraordinaire, qui a vu venir la catastrophe. Parce que les récoltes ont baissé année après année depuis 5 ans. La sécheresse permanente, il n'a pas plu depuis 5 ans pratiquement, n'avait pas la moindre possibilité de se créer des stocks de réserve à cause des prix qui ont explosé. Voilà. Ça, c'est la situation. Nous vivons dans un pays démocratique. Nous avons tous les droits. Il n'y a pas d'impuissance en démocratie. Nous pouvons briser ces mécanismes meurtriers. Mais ça, on discutera peut-être plus tard. Comment faire? Alors, justement... Oui. La situation semble inextricable. En fait, on entend ce constat. L'objectif affiché par l'ONU était de réduire de moitié le nombre de personnes souffrant de la faim d'ici 2015 par rapport à 1990. Cet objectif, on le pressent déjà, ne sera pas atteint. La situation est-elle désespérée ou a-t-on tout de même des raisons d'être optimiste? Voilà. Il faut vraiment me freiner parce que ça me semble... Non, attends, je lis. Le livre. Évidemment, je suis enfin libre, je ne suis plus rapporteur. Donc j'ai plus besoin de ménager tel chef d'État que je dois voir le mois prochain, etc. Donc je peux dire qui est qui. Je peux dire mes propres trahisons aussi. Le livre est fait de beaucoup de récits. 2006, je suis assis dans le bureau présidentiel, palais présidentiel du Niger, de la République du Niger. Magnifique bâtiment sur le fleuve Niger, magnifique, face au président, le général Mamadou Tandja. Terrible famine au Niger. Tandja dit, mais monsieur, il n'y a pas de famine chez nous, on ne comprend pas le sens de votre mission, blablabla. Alors que les squelettes ambulants, on les voit dans la rue. Parce que Tandja est de mèche avec les marchands de grains qui stockent
et qui veulent faire monter les prix encore, et quand ceux du Niger ne peuvent pas payer, ils vont à Kano, à Sokoto, aux riches Nigérians, hein, au-delà de la frontière. Bon, c'est un des seuls moments où j'ai vraiment embêté Kofi Annan. Je suis sorti, téléphone satellitaire, j'ai appelé le 38e étage à New York, et j'ai dit, échec total, il faut que vous fassiez quelque chose. Parce que le PAM ne peut pas faire bouger ses camions, ou le pont aérien ne peut pas apporter l'aide s'il n'y a pas une demande du gouvernement national. Ça, c'est des règles. Bon. Kofi Annan, qui est lui-même un fils de paysan fanté de la haute forêt à Chanty du Ghana, et quand on parle de faim, c'est de quoi il s'agit, a pris l'avion 5 jours après, et quand le est allé à Sindel et à Matadi, et quand le secrétaire général se déplace, ben c'est la CNN, c'est la BBC, etc., c'est le Courrier de Genève, enfin tous les grands médias du monde qui se déplacent. Et Tanja a dû signer l'appel. Et le pont aérien, enfin, des milliers de gens étaient déjà morts. Ce type-là, je peux parler de lui, de sa responsabilité, de ce qu'il m'a dit, de son total cynisme, de sa complète corruption. Je peux enfin en parler. Là où j'ai trahi, ça aussi, je le dis, il ne s'agit pas de faire bella figura, comme disent les Italiens. Je dis, par exemple, quand j'arrive sur la Sierra de Chocotan au Guatemala, 2000 mètres d'altitude, on voit la plaine de terre noire du Pacifique, où sont tous les multinationales américaines, Del Monte, des kilomètres de tomates, de raisins, etc., d'ananas. Ensuite, à la mi-hauteur, c'est les latifondières du café, les latifundios, les immenses latifundios. Et tout en haut, chassé dans la montagne, c'est les Mayas. C'est la population autochtone, 80% de la population. Les femmes qui ont 30 ans d'âge ont l'air d'avoir 90 ans. Les hommes n'ont plus de dents, les gosses ont des jambes et des bras comme des allumettes. Et avec ces fameux Toyota blancs de l'ONU, avec la drapeau bleu de l'ONU, avec les hommes de la sécurité, parce qu'on est accompagné pour la sécurité, avec les interprètes mayas, etc., avec mes assistants, etc., on arrive. Et on s'installe pendant 4 jours parmi eux, dans tel endroit. Et je vois s'allumer, évidemment, à partir d'un certain moment, d'abord il y a la méfiance, le silence, etc., discute, tout ça, et je vois s'allumer l'espérance dans les yeux des femmes, qui sont d'ailleurs magnifiques, ce teint maya brun, magnifique, des yeux noirs. Et ils pensent enfin à un blanc, avec tout ce cirque, enfin quelqu'un s'intéresse à nous, quelque chose va se passer. Et au moment même où je prends les notes, où je discute avec mes assistants, etc., je sais que je les trahis. À ce moment-là, que je leur mens. J'ai aussi distribué par bêtise, ça fait toujours mes cartes de visite comme ça, avec le signe de l'ONU, que les femmes ont pressé sur leur poitrine comme un talisman, hein, etc. Bon, ils étaient persuadés que j'allais les aider, je savais que ce n'était pas possible. Ce que j'allais faire, que je serais battu devant l'Assemblée générale, et en effet, 3 mois plus tard, mes recommandations ont été mises en pièces totalement. Je prends un exemple évident, que dans un pays comme le Guatemala, où 1,8% de la population a plus de 65% des terres, la première chose, c'est la réforme agraire. Bon. Balayée par les Américains, par une coalition conduite par l'ambassadeur américain, où il y avait beaucoup d'Européens, les Australiens, etc., balayée parce que les grands trusts de l'agroalimentaire qui dominent, ils sont à peu près une dizaine, qui dominent le marché mondial, évidemment d'une influence très très forte sur les gouvernements occidentaux. On peut en parler avec des chiffres très précis. Tout ce que j'ai obtenu, et je m'arrête là pour montrer l'importance, c'est 4 hélicoptères qui sont maintenant en activité, qui font le relevé topographique du pays, du Petén, donc de
la côte Caraïbe, de la côte des Sierras, de la côte Pacifique, etc., un relevé topographique. Parce que depuis la conquête par Cortés au XVe siècle, où les premiers Mayans ont été tués, chassés, etc., il n'y a pas même un registre foncier. Il n'y a même pas un registre foncier, ce qui est évidemment la condition pour une réforme agraire. Et chaque latifondienne ou chaque société américaine qui veut étendre son territoire a des pistoleros qui attaquent un village maya qui est là où il ne devait pas être, tuent des gens, les autres s'enfuient, et les frontières du latifondium, de la propriété, sont fixées à nouveau selon la violence pratiquée. Vera, vous connaissez ça de la Bolivie, hein, avant Evo Morales. Toute l'Orient fonctionnait comme ça, les frontières. Bon. Bref, terminé, je dis, l'impuissance et la trahison qu'implique aussi ce type de mandat, je m'en suis déchargé un peu de m'envoyer ce conscience ici, aussi un peu pour rendre hommage aux victimes, pour la dignité de la victime. Si je n'ai pas pu les aider, ils ne vont jamais pouvoir se payer un livre, ils vont jamais, il va être traduit comme les autres en espagnol. Certains mayas parlent l'espagnol, mais certains, aucun va lire le chapitre du Guatemala, mais au moins quelque part il est dit que j'ai trahi, que je m'en excuse, et qui sont les victimes et pourquoi le combat doit reprendre d'une autre façon. C'est un peu pour ça que j'ai fait les livres. Pourquoi j'ai dit ça? Alors, une forme de libération. Oui, alors, oui, comme auteur, je me sens libre. Et évidemment, c'est un livre de Combattinet qui voudrait évidemment aider à cette prise de conscience, parce que je le répète, nous sommes 13,8% de la planète. Pas nous, mais les Blancs. Les Blancs. 3,8% de la planète. On n'était jamais plus que 16% dans toute l'histoire. Depuis 500 ans, avec des systèmes toujours nouveaux, la conquête, l'esclavagisme triangulaire, conquête territoriale coloniale, l'impérialisme, et aujourd'hui, par la tyrannie du capital financier globalisé, nous dominons cette planète. Nous dominons cette planète selon le principe de la maximalisation du profit. L'année dernière, les 500 plus grandes sociétés transcontinentales privées, tous les secteurs confondus, selon la Banque mondiale, ont contrôlé 58,2% du produit mondial brut. Ça veut dire de toutes les marchandises, capitaux, services, brevets produits en une année sur la planète. 58,2% du produit mondial brut, de toutes les richesses produites sur la planète en une année. 500 sociétés multinationales transcontinentales. Ils ont un pouvoir comme jamais un pape, un empereur ou un roi n'a eu sur cette planète. Et ils s'échappent totalement à tout contrôle normatif, social, gouvernemental, de toute façon. En face d'eux, il n'y a que nous. En face des mecs du monde, il n'y a que nous. La conscience des hommes, des femmes qui disent cet ordre cannibale du monde qui fait mourir toutes les 5 secondes d'un enfant en dessous de 10 ans dans une normalité glacée doit être détruit. Alors revenons un instant sur ce constat. Toutes les 5 secondes d'un enfant de moins de 10 heures qui meurt de faim, des dizaines de millions d'autres et leurs parents qui souffrent de sous-alimentation, de terribles séquelles physiques et psychologiques, et puis, tu le disais tout à l'heure, on serait capable, théoriquement, de nourrir 12 milliards d'êtres humains, soit le double de la population actuelle. Alors, comment faire pour en fait changer la situation? Et puis, sur le constat, on a l'impression qu'il y a une sorte d'indifférence qui s'est installée, comme si en fait l'opinion publique internationale était plus vraiment intéressée à ce problème. Bon, Georges Bernanos, l'écrivain, dit « Dieu n'a pas d'autres mains que les nôtres ». C'est vite vu, hein. Dieu n'a pas d'autres mains que les nôtres. Ou bien nous changeons ce monde, ou bien ces personnes. Alors, je viens à cette question qui est fondamentale, dans ce livre, il y a 3 périodes chronologiques, 3 étapes historiques.
Jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, c'est la théorie malthusienne qui malheureusement a dominé, c'est un pasteur anglais du fin XVIIIe siècle qui a publié ce traité horrible mais très très efficace, Principle of Population. Et Thomas Malthus dit, c'est vrai, c'est horrible, la faim, la destruction, la misère, mais c'est une loi de la nécessité. Et il y a même des passages où il parle de Dieu comme l'équivalent de la loi sur la nécessité. S'il n'y avait pas l'élimination par la faim, par la misère, eh bien, il y aura surpopulation de la planète un jour, puisque les biens disponibles sont limités, etc. etc. Donc, d'un mal vient finalement un bien, et il faut l'accepter. Alors, cette théorie a été totalement dominante, jusque dans nos églises, dans nos universités, etc., jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, et a servi magnifiquement comme théorie de légitimité, par exemple, justement aux classes coloniales qui ont conquis, britanniques essentiellement, qui ont conquis le sud de l'Asie, l'Afrique, etc., etc. Et tous les crimes, finalement, étaient justifiés par cette loi de la nécessité. C'est immense, effroyable famine au Bengale, jusqu'en 1943 encore, la dernière grande famine du Bengale a tué 5 millions de personnes en moins de 6 mois, parce que l'Allemagne les a prélevés pour la campagne de Birmanie, tous les stocks, toutes les réserves, etc., etc. Bon, le temps de la normalité, le tape de la faim qui tient de la nature, qui est voulu par l'ordre du monde, qui a un but précis, équilibré, besoin et bien disponible. Est venue la Deuxième Guerre mondiale, avec les monstres nazis. Et Hitler a fait deux choses. D'une part, il a fait piller tous les pays occupés, les 11 pays que son armée occupait, des commandos SS ont pillé les boulangeries, les boucheries, les dépôts de nourriture, tout ont pillé pour nourrir l'immense armée allemande de 10 millions d'hommes. Le pillage, le vol, hein, la criminalité ordinaire. Et deuxièmement, il a utilisé l'arme de la faim selon un système que je décris ici, un système, les Slaves reçoivent tant de calories, les Français tant de calories, les Juifs tant de calories, les Tziganes tant de calories, et dans les camps, c'était plus de gens sont morts par la faim organisée, et je décris le système, la faim organisée, que par toute autre forme d'anéantissement. Bon, Hitler. Et la famine a continué, la sous-alimentation grave en Europe occidentale, jusqu'au plan Marshall, jusqu'à ce que le plan Marshall ait pris pied, c'est-à-dire produit les premiers effets en 1948. Et tout à coup, les dominateurs du monde, les peuples dominateurs, les peuples européens, ont compris que, d'abord, ils ont fait l'expérience de la faim, terrible, en Norvège, en Hollande, etc., des chiffres, des milliers, des dizaines de milliers de gens ont péri à la faim. Ils ont compris, d'avoir fait l'expérience de la faim, et deuxièmement, ils ont compris que la faim est faite de main d'homme, par une nécessité abstraite de l'histoire, etc., faite par main d'homme. Et les Nations Unies ont été créées, la Déclaration universelle des droits de l'homme, article 25, 3, à l'alimentation, a été créée comme une règle, comme une norme du droit international public. Chacun a droit à la nourriture, quelle que soit sa position sur le marché, son revenu, etc. C'est un droit, comme la liberté d'expression, comme l'intégrité physique est un droit. Personne ne doit être torturé parce qu'il a le droit à l'intégrité physique, etc., etc., le droit au libre choix de la religion, etc., etc., un droit à l'alimentation. Ensuite, deux organisations ont été créées immédiatement après l'ONU, 45, juin 45, c'est l'ONU, San Francisco, et après, c'est 46, c'est la FAO qui doit développer, Food and Agriculture Organization, développer les forces de production de l'agriculture mondiale, et ensuite, un peu plus tard, le PAM, le Programme alimentaire mondial, qui, en période de crise, doit déclencher l'aide humanitaire urgente. Formidable réveil.
un homme était le théoricien et le premier président de la FAO, un homme très étrange, je donne la biographie que j'ai connu d'ailleurs, qui est ambassadeur de Genève, c'est un médecin brésilien, moitié indien, caboclo, magnifique, de Recife, Josué de Castro, qui a écrit ce formidable livre, Géopolitique de la faim, où il montre les mécanismes créateurs de la faim. Il y avait deux assistants, l'un était le jeune abbé Pierre, l'autre s'appelait René Dumont. Et le père Lebré, le dominicain, l'a accueilli donc à Paris dans son institut. Formidable réveil. Mais rapidement après, première campagne mondiale contre la faim, 1946, faite par l'ONU, mais relativement rapidement après, les ennemis du droit à l'alimentation ont levé la tête. Alors, qui sont ces ennemis? Ils ne sont pas très loin d'ici. S'il y a quelques banques dans le coin, ou l'OMC à Genève, c'est les théoriciens du néolibéralisme. Et je les ai vécus, et je les vois encore au Conseil des droits de l'homme, comme des ennemis tout à fait déterminés. La théorie néolibérale est de dire... Bon, je vais rappeler. En août 1991, l'Union soviétique a implosé. C'était bien. Ils étaient communistes, comme moi je suis bouddhiste. Hein. C'était bien. Mais jusque-là, un homme sur trois vivait sous un régime communiste. Il y avait bipolarité de la société étatique planétaire. Et le mode de production capitaliste était limité régionalement. Après 1991, il a conquis comme un feu de brousse la planète, a instauré une instance régulatrice planétaire, qui est le marché mondial, qui se donne à voir à travers les bourses, à travers ces fameuses mains invisibles, et une forme de capital s'est autonomisée, c'est le capital financier. C'est le capital financier. Bon. Et depuis lors, nous vivons, je l'ai dit, et le nombre de multinationales qui contrôlent, nous vivons la tyrannie mondiale des oligarchies du capital financier. Et la théorie, ils ont des organisations mercenaires, le Fonds monétaire international, l'Organisation mondiale du commerce, la Banque mondiale, etc. Et la théorie de légitimité de ces maîtres du monde est ce qu'on appelle le néolibéralisme, qui dit toutes les lois économiques sont des lois de la nature. Ce ne sont pas une loi de la nature. Il y a une délocalisation. Le lac Lémanique a perdu beaucoup de délocalisation d'usines qui fonctionnaient, mais qui ne rendaient pas 25% net par an, mais qui avaient des ingénieurs formidables, qui faisaient de la technologie médicale, etc., ont été délocalisés à Taïwan, délocalisés pour augmenter les trucs. Chaque fois qu'avec les syndicalistes, et souvent je me suis joint à eux, on est allé voir, on dit ça ne va pas, il est totalement viable, à un niveau très raisonnable, etc. Ah, c'est le marché. C'est pas nous, c'est le marché. Le marché comme une événementialité dirigée par les lois de la nature. Et refusant, l'ambassadeur américain, j'en ai vécu plusieurs, soit de Clinton, de l'administration Clinton, soit de l'administration Bush, et maintenant d'Obama, c'est exactement, certains sont d'horribles bons hommes, parce que milliardaires ayant payé, etc. D'autres très bien, une femme notamment tout à fait remarquable, et ils disent, il ne peut pas y avoir un droit à l'alimentation. Pas par cynisme, parce qu'ils voient parfaitement l'horreur qu'est la faim. Il ne peut pas y avoir de droit à l'alimentation parce que ça signifie intervenir dans le marché avec une réforme agraire, avec un combat contre la spéculation boursière, qu'il faut évidemment interdire les biocarburants qui sont faits, ça on peut en parler, en brûlant des centaines de millions de tonnes de maïs et de blé, comme font les Américains, par des interventions dans le marché. Ça, c'est pas possible, ce n'est pas admissible, parce que le marché est un sujet autonome. Et alors,
puisqu'il a faim, ils disent la seule chose à faire, c'est libérer totalement, enfin, quand il y a, comme maintenant, un dysfonctionnement du marché, parce que le Darfour et la Corne de l'Afrique, c'est un dysfonctionnement du marché, comme ils disent, là, il faut libérer des fonds pour faire l'aide d'urgence. Mais la faim va être vaincue seulement par la libéralisation totale du marché, de tous les circuits, de tous les mouvements de capitaux, de brevets, de services et de marchandises, et par la privatisation de tous les secteurs publics. C'est-à-dire quand l'État aura perdu totalement sa capacité normative, une libéralisation totale, alors là, les forces du marché vont se développer suffisamment pour qu'un jour, par miracle, le Golden Rain, la pluie d'or, la faim va être résolvée. Or, c'est un mensonge. La globalisation, ce qu'on appelle la globalisation maintenant, le règne planétaire de la main invisible, dure maintenant depuis 20 ans. Depuis 20 ans, libéralisation et privatisation sont répandues à travers la planète, les étangs perdus chaque année comme un bonhomme de neige sous le soleil du printemps, leurs droits de réglementation, de souveraineté, leurs droits normatifs, et la pyramide des martyrs augmente, année après année. Donc la théorie néolibérale, qui est défendue de bonne foi, je ne dis pas du tout c'est des cyniques qui nous mentent, non, de bonne foi, et qui domine des gouvernements, et qui domine la Banque mondiale, qui domine l'OMC, le FMI et les grandes puissances du monde, eh bien, cette théorie-là est démentie, nette, par la réalité vécue des hommes, et doit donc être combattue. Alors, merci Jean. Ce que je vous propose, c'est maintenant de passer la parole au public. Un micro va circuler